Madame, Monsieur, merci de nous accorder à votre attention. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir d'un sujet qui nous tient tous à cœur parce que c'est un sujet lié à la vie et donc à la vue de ce que nous sommes chers, les petits, des 0 à 5 ans, voire même avant, les enfants, la vue des enfants peuvent être affectés. Alors, comment est-ce que cela s'est fait? Nous recevons pour vous sur ce plateau le docteur Jenny Yanga qui est ophtalmologue, ophtalmologiste. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. C'est moi qui vous remercie. Alors, rapidement, expliquez-nous un peu comment est-ce que la vue des enfants, avant, voire même avant leur naissance, peut être menacée et qu'est-ce que nous, en tant que parents, on doit faire pour pouvoir protéger les enfants. Bien, merci pour cet intérêt que vous portez à notre domaine et surtout que ça a trait à nos enfants, à ce que nous avons de plus cher. Nous devons savoir que la vision ou aussi la vue, c'est l'organe de sens qui se développe en dernier dans la vie intra-utérine. Lorsque le fœtus est encore dans le ventre de sa mère, il acquiert les capacités de vision autour du 7e mois de grossesse. Il peut apercevoir dans le sein maternel des ombres, mais aussi la lumière. C'est ainsi que, une fois né, son développement visuel continue de se faire à l'extérieur du ventre de sa mère. C'est-à-dire une fois après l'accouchement. Ça veut dire que quand un bébé naît, les yeux ne sont pas totalement, on n'a pas fini totalement, Dieu n'a pas fini totalement de fabriquer les yeux et il continue après. La fabrication est déjà complète pour certains, pas toujours, parce que je vous dirai tout à l'heure qu'il y a des gens où il y a des anomalies. Mais bien que la fabrication soit complète, c'est le fonctionnement qui évolue. La vision d'un être humain se développe en fonction de son âge. Au fur et à mesure que l'enfant est en contact avec son environnement, avec ce qui l'entoure, son acuité visuelle, c'est-à-dire sa capacité à distinguer les formes et les objets, s'améliore aussi. Il faut savoir que l'œil, le système visuel, fait partie du système nerveux central. Et le système nerveux central se nourrit de ce qu'on lui donne. Au fur et à mesure que l'enfant vit, il voit les choses, il les intègre dans son système nerveux, il les reconnaîtra la prochaine fois qu'il les verra. D'accord. Alors, venons-en, vous disiez bien avant qu'on commence que vous vous intéressez à un aspect particulier des problèmes ou des pathologies qui affectent la vision des enfants des 0 à 5 ans. En effet, lorsque nos enfants sont encore très jeunes, comme je viens de le dire, leur acuité visuelle est en cours de téléchargement, si on peut utiliser ce terme-là. Voilà. Lorsque l'enfant vient au monde, il aperçoit les formes, la lumière. Autour de 6 à 6 mois de vie, il peut reconnaître distinctement la forme d'un être humain, mais sa vision n'est pas encore parfaite. Elle se développe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pendant la vie intra-utérine, il peut y avoir des pathologies qui sont liées au développement même de l'être humain, qui peuvent soit être dans le frein de la genèse, soit dans l'excès de la genèse, qui peuvent entraîner des anomalies au niveau de la création même du globe oculaire, ainsi que de ses annexes. On aurait bien voulu savoir qu'est-ce que une mère peut faire pour éviter ces genres de problèmes. Voilà pourquoi à chacun son travail. Lorsqu'une femme est enceinte, elle ne peut pas s'amuser avec cette grossesse. La personne qu'elle porte en elle, c'est un être vivant qui a besoin d'être aussi suivi. Une grossesse est un état assez particulier. C'est pour cela qu'on ne prend pas n'importe quoi pendant qu'on est enceinte. On ne se nourrit pas n'importe comment. On ne s'expose pas à n'importe quoi. Parce qu'il y a des radiations. Il y a des consommations qui ont des influences sur le développement du fœtus et qui, malheureusement, peuvent aussi atteindre les yeux. Et évidemment, il y a des pathologies aussi pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Des mutations génétiques. Si nous avons une mutation génétique chez les deux parents, je prends l'exemple d'une pathologie qui me tient à cœur, le rétinoblastome, c'est un cancer de l'œil de l'enfant qu'on détecte chez les enfants de 0 à 5 ans, mais qui commence dans la vie intra-utérine. Lorsque le père et la mère ont subi involontairement des mutations génétiques, lorsque ces deux-là, l'union de leurs deux gamètes chez l'enfant fera que si les deux gamètes ont subi la mutation, cet enfant va développer un cancer lorsqu'il viendra au monde. Vous vous rendez compte? Là, vous n'y pouvez rien. Mais il y a des pathologies que l'on peut éviter. Je parlais d'abord des pathologies liées au développement.
Et sur le développement, je parle du développement intra-utérin, mais aussi à l'extérieur. Je vous ai dit tout à l'heure que l'œil fait partie du système nerveux, il se nourrit de ce qu'on lui donne. Si vous mettez un enfant, vous ne lui proposez que la vision de près. Le jour où il ira à l'école et que le maître écrira au tableau, il ne verra rien. Et là, c'est les deuxièmes pathologies que nous rencontrons le plus souvent, c'est ce qu'on appelle les amétropies. Les amétropies, on en a essentiellement la myopie, la difficulté de voir de loin. Nous avons l'hypermétropie, la difficulté de voir de près, et l'astigmatisme. Pour ne parler que de ça, ce sont des pathologies qui sont liées aussi à la forme et au développement de l'enfant. Mais ces pathologies ou ces problèmes de fonctionnement, c'est acquis ou bien c'est inné quand on devient myope ou ça vient après la naissance? Très belle question. Il y a des familles entières des myopes. Il y a des parents qui sont très myopes et qui, heureusement ou malheureusement, ont transmis cette myopie à leurs enfants. Il faut dire que la myopie, c'est un problème d'axe, très souvent. D'accord? Les myopes ont un œil plus long que la moyenne des humains. D'accord? J'ai dit plus long, je n'ai pas dit plus grand. Bien que moi, j'ai de grands yeux, mais je suis aussi myope. Coïncidence. Les myopes ont donc des yeux plus longs. L'axe antéro-postérieur, c'est-à-dire de là, du bout de la cornée jusqu'à la rétine, la couche la plus interne qui capte l'influx nerveux pour l'envoyer au niveau du cerveau, ça a une certaine distance. Et cette distance-là, jusqu'à un certain âge, elle se stabilise autour de 24 mm. Mais chez les enfants, comme ils sont petits, leurs yeux sont logiquement petits, c'est très rare de voir un enfant myope. Mais un enfant qui est né de parents très myopes peut hériter de sa myopie. Mais de plus en plus, nous avons compris qu'il y a des enfants qui acquièrent une myopie d'eux-mêmes, sans avoir hérité de leurs parents. Tout simplement parce qu'ils ont habitué leur cerveau, pas les enfants, les parents ont habitué les cerveaux et les yeux de leurs enfants à n'utiliser que leur vision de près. En faisant quoi? Eh bien, en leur mettant devant les tablettes toute la journée. Oh là, oh là. Quand vous mettez un enfant de moins de 3 ans devant les écrans, leur vision ne se concentre que ce qu'ils ont à 30 cm. Leur cerveau va enregistrer cette petite distance-là comme la norme. Le jour où vous mettez... Et dire qu'on pensait que ça fait des enfants modernes. Oh non, la modernisation ne veut pas dire qu'il faut être distrait. Les enfants, d'ailleurs, vous savez qu'avant 3 ans, les écrans sont interdits. Vous êtes en train de nous l'apprendre. Voilà, avant 3 ans, il faut interdire. Laissez les enfants, laissez la vision des enfants se développer avec ceux qui les entourent. Lorsque vous et moi, nous étions plus jeunes, dès qu'on apprenait à marcher, on courait dans tous les sens. Exact. Nous allions à l'extérieur, nous jouions au ballon, on savait rattraper un ballon à une distance phénoménale. Ouais. Les enfants d'aujourd'hui jouent entre 4 murs. Dans un appartement, ils n'ont pas de cours, malheureusement. Mais les parents déjà leur mettent « Oh, c'est pour qu'ils ne soient pas distraits. Oh, c'est pour qu'ils ne me dérangent pas. » Lorsque vous mettez une tablette devant les yeux de votre enfant, très jeune, son cerveau enregistre cela comme la vision qui est la norme. Les tablettes y compris, les téléphones, Android, les écrans. Oui. Oh, pour qu'il ne m'embête pas, je lui mets un jeu vidéo. Mais nous étions enfants, on apprenait à dessiner. On a abîmé les murs de nos salons, vous vous souvenez? Oui. On dessinait partout. Lorsque vous faites cela, la vision de loin de votre enfant ne se développera pas. Pas bien, du moins. Ce qui fait que lorsqu'il ira à l'école, le maître de classe vous dira « Votre enfant ne voit pas au tableau ». Et vous verrez à la maison, les parents, comment vous allez le remarquer. Quand vous les mettez devant la télé, ils ont tout le temps tendance à se rapprocher. Vous lui dites « Recule ». Quelques minutes après, dès que vous avez un peu une distraction, ils se rapprochent à nouveau. Lorsque les enfants ont tendance à venir près des écrans, ça veut dire qu'au loin, ils ne les voient pas. Et quelque part, demandez-vous si vous n'y êtes pas pour quelque chose. Donc ça, c'est une myopie qui est évitable. L'hypermétropie, on n'y peut rien. L'œil étant court, c'est l'inverse de la myopie. L'œil étant plus court que la norme, les enfants ont généralement des yeux plus courts. Certains d'entre eux développent de l'hypermétropie. Mais ça, c'est quelque chose de, si je peux m'exprimer, parfois c'est passager. Parce qu'en grandissant, la taille de l'œil va augmenter, donc l'hypermétropie va s'en aller. C'est pour ça que vous verrez, il y a des enfants, les parents qui vous diront « Mais tel ou un tel, on lui avait prescrit des lunettes étant enfant, mais en grandissant, il n'en a plus eu besoin. » Tout simplement parce que son œil a grandi. Justement, j'entends parfois d'autres médecins ou ophtalmologues qui conseillent des lunettes, paraît-il, des verres correcteurs. Très belle question, oui. Encore une fois. Oui. Les verres correcteurs, leur nom dit ce qu'ils font. Lorsque vous prenez vos lunettes
prescrite par un ophtalmologue, je précise, j'insiste, pas ce que vous avez acheté au cours de la route ou que vous avez volé dans le sac de maman ou de papa. Les lunettes prescrites par un ophtalmologiste, avec les valeurs qui correspondent, après avoir fait l'examen sur votre enfant, lorsque l'enfant les met, il porte sa correction. Ces lunettes ne changent pas la forme de son œil, ne changent pas l'état de son œil. La correction, ce sont les lunettes. Au fur et à mesure qu'il les porte, il voit mieux avec. Mais lorsqu'il les enlève, il redevient lui. On a cru pendant longtemps, et à tort, que lorsque l'on met les lunettes, c'est les lunettes là qui vont changer l'œil des enfants. Non, quand on appelle ça des verres correcteurs, ils corrigent la vue. Lorsque vous les portez, vous êtes corrigé. Lorsque vous les enlevez, vous redevenez vous. Donc on n'a pas réglé le problème. Ben, le problème, c'est de le corriger en mettant ces lunettes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des anomalies qui sont liées au développement de l'œil. Un œil qui est plus long parce qu'il est constitué de cette manière, vous ne pourrez pas le réduire, à moins que vous passiez par des chirurgies beaucoup plus délicates qui ne font pas partie de notre sujet d'aujourd'hui. Mais lorsque vous mettez ces lunettes-là à un œil qui est très long, un œil qui est plus puissant, vous lui mettez donc des verres négatifs, cette correction-là fera que l'enfant verra mieux au loin. Si vous avez un enfant qui est hypermétrope, qui a un œil plus court, vous lui mettrez des verres positifs, il verra beaucoup mieux avec cela. Mais n'essayez pas de vous dire, non, moi je vais attendre qu'il grandisse encore. Ah là, c'est un très grand danger. Pourquoi? Nous courons vers ce qu'on appelle une amblyopie. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer avec des termes simples, vous allez comprendre. Si j'entre dans votre plateau aujourd'hui, je vous donne un coup de poing. Demain, je fais la même chose, je donne un coup de poing. Si je fais ça tous les jours, je vais insensibiliser votre joue. Chaque fois que je vais taper dessus, à un moment, vous n'aurez plus mal. Chaque fois que vous me verrez, vous direz, elle est venue me taper. Votre cerveau va enregistrer cela et vous n'aurez plus mal. Le cerveau des enfants, n'oubliez pas, je vous l'ai dit au départ, que l'œil fait partie du système nerveux. L'œil enregistre ce qu'on lui donne. Si vous avez habitué l'œil de votre enfant à une vision très basse, le jour où vous voudrez le corriger, le cerveau ne reconnaîtra pas cette correction-là. Et votre enfant gardera une vision moyenne, un œil qu'on ne peut plus corriger. C'est ainsi que lorsque vous avez un doute, le maître d'école, souvent ces gens-là sont très attentifs, le maître ou la maîtresse à l'école remarque cela souvent, que l'enfant écrit comme ceci, oui, il doit être comme ça, il plisse les yeux. Lorsqu'on vous fait remarquer cela, ne prenez pas ça à la légère. C'est vrai, les enfants aiment jouer, parce que papa porte des lunettes, je veux aussi porter des lunettes. Mais faites quand même attention, consultez à temps, pour que l'on vous dise si c'est un problème qui peut être résolu ou pas. D'accord. Alors, on va rapidement parler de ces cancers dont j'ai dit difficile à prononcer les noms. Rétinoblastome. Voilà, je vous donne... Voilà. Merci. Rétinoblastome. Voilà. Alors, cancer de l'œil de l'enfant. Rapidement, on a peut-être 5 minutes avant de terminer l'émission. Si vous pouvez nous en dire un peu plus, comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas si c'est possible de prévenir, ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut corriger ou soigner ces types de problèmes de santé? Eh bien, encore une fois, je vous remercie pour votre invitation parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Le rétinoblastome est un cancer de l'œil du petit enfant. Il atteint l'enfant de 0... Rétino, j'imagine, c'est lié à la rétine. Je vais y arriver. Ah, d'accord. Il atteint les enfants âgés de 0 à 5 ans. C'est un cancer qui se développe aux dépens des cellules de la rétine. La rétine, c'est la couche la plus interne de l'œil. Les cellules cancéreuses commencent leur développement à cet endroit-là, évoluent pendant la vie intra-utérine jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre ça? Malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas le moyen d'empêcher cela, si ce n'est de faire des études génétiques, parce que c'est un cancer qui est dû à une mutation génétique que l'enfant acquiert de ses deux parents. Il faut que les deux parents aient subi cette mutation et qu'ils la transmettent à leur enfant. Maintenant, quand l'enfant vient au monde, il faut que le personnel qui reçoit l'enfant, les sages-femmes, je ne sais pas moi, le gynécologue, le psychiatre ou le pédiatre qui vient à la néonatologie, regarde les yeux des enfants. Chez certains, on peut déjà voir quelque chose, mais chez d'autres, il faut attendre un peu plus tard. Qu'est-ce que nous pouvons rechercher? Chez les enfants qui sont très jeunes, les papas et les mamans peuvent diagnostiquer un rétinoblastome en regardant simplement dans l'œil de leur enfant. Vous voyez ceci? Cette tache blanche,
On appelle cela la leucocorie. La leucocorie, c'est une tache blanche dans le fond de l'œil de l'enfant. Vous voyez qu'il y a le contour noir, mais au fond, il y a quelque chose de blanc. Comme une bille. Exactement. Cette tache blanche louit dans l'obscurité. Généralement, les parents vous diront, quand je regarde mon enfant dans le noir, son œil brille comme l'œil du chat. Les yeux d'un chat. Comme l'œil du chat, exactement. C'est pour ça qu'on dit de ce reflet que c'est un reflet chatoyant. Vous verrez ceci. Mais vous verrez aussi l'image que vous avez entre les mains. Vous vous remarquez? Oui. Voilà. Vous regardez, l'œil gauche de cet enfant fait son caprice. Au lieu de regarder droit devant, il louche. C'est ce qu'on appelle le strabisme. C'est le deuxième signe grâce auquel vous pouvez reconnaître le rétinoblastome. Un œil qui louche, ça peut être un strabisme fonctionnel, ça peut être lié à des muscles, à l'oculomotricité, mais ça peut aussi cacher un cancer de l'œil de l'enfant. Un œil qui rougit trop souvent, un œil qui augmente de volume, un œil qui a changé de couleur. Quand vous voyez ça chez le tout petit enfant, ne vous dites pas que c'est rien. Emmenez-le voir un spécialiste. Qu'on fasse le diagnostic. Si c'est un rétinoblastome, tant mieux. Si ce n'en est pas un, tant mieux aussi. Mais le strabisme, la leucocorie, un œil qui s'inflamme à répétition, un œil qui augmente de volume, un œil qui change de coloration, doit nous mettre la puce à l'oreille pour reconnaître un rétinoblastome. Et alors, les rétinoblastomes, ça se soigne? Oui. C'est un cancer. Comme je l'ai dit, c'est un cancer. Il est donc mortel. Sans traitement, il évolue certainement vers la mort. C'est-à-dire que non seulement tu n'as pas de vue, mais tu risques de perdre la vie aussi. Exactement. Vous allez voir avec les illustrations que nous allons mettre. Sans traitement, le rétinoblastome évolue vers la mort de l'enfant. Et une mort dans des conditions atroces. Mais, lorsqu'il est diagnostiqué à temps, on peut sauver la vie et la vue de l'enfant. Aujourd'hui, à Kinshasa, aux cliniques universitaires de Kinshasa, nous sommes à même de faire le traitement conservateur du rétinoblastome. C'est-à-dire quoi? Si le rétinoblastome vient à un stade encore intraoculaire à l'intérieur de l'œil et il est très petit, nous avons les moyens pour le garder tout petit et le détruire là-bas sans avoir besoin d'enlever l'œil. Parce que si vous venez à un stade avancé, le traitement va consister non seulement à donner les médicaments, la chimiothérapie, mais aussi à enlever un œil. Mais si vous venez plus tôt, cet œil-là, on peut le garder. Et je dois insister sur le fait que ne soigne pas le cancer qui veut, ni qui peut. Les cancers se soignent en équipe. Il y a des équipes autour des cancers des yeux. Il y a des équipes autour des cancers des enfants. Nous avons des oncopédiatres, nous avons des ophtalmo-oncologues, nous avons des anapathes, nous avons des radiologues, nous avons des anesthésistes, nous avons des équipes d'infirmiers spécialisés. Parce que la chimiothérapie que l'oncopédiatre va donner aux enfants, ce n'est pas n'importe qui la donne, et n'importe comment. Donc, lorsque vous emmenez les enfants à temps, les chances de guérison sont de plus de 90%. Le malheur, c'est qu'ils ne viennent jamais à temps. Nous espérons que votre message s'écrit du cœur et entendu, docteur. Et nous nous ferons le plaisir de vous recevoir de nouveau sur ce plateau, certainement pour aborder un autre aspect de ces problèmes qui attaquent la vue de nos enfants. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, le plaisir était le mien. Merci, docteur. Merci. Merci à vous qui nous avez accordé de votre attention de partout. Au revoir et à très bientôt.